Dans l'ombre des paillettes d'Hollywood, une nuit banale a basculé en cauchemar. L'histoire de Lana Clarkson et de Phil Spector est celle d'une promesse brisée par un coup de feu dans le silence d'un château. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorons le cas glaçant et tragique de Lana Clarkson, une actrice talentueuse dont la vie a pris un tour dévastateur après une rencontre avec un producteur de musique mondialement célèbre. Ce qui a commencé comme une nuit apparemment ordinaire parmi les élites d'Hollywood allait bientôt se défaire en l'une des affaires criminelles célèbres les plus troublantes du début des années 2000. Derrière le glamour et l'influence entourant les personnes impliquées se cachait une séquence d'événements qui allait choquer le public et laisser des questions durables sur le pouvoir, le contrôle et la justice. C'était aux premières heures du matin à Los Angeles, le 3 février 2003, lorsqu'une Mercedes sombre a tranquillement gravi une colline isolée en direction du Pyrénées Castle, un immense manoir connu pour son labyrinthe de pièces et son style médiéval. À l'intérieur de la voiture se trouvait une femme qui avait autrefois connu la reconnaissance et la promesse à Hollywood, aux côtés de l'une des figures les plus puissantes et reconnaissables de l'industrie musicale. Le contraste entre une gloire déclinante et une influence immense a préparé le terrain pour ce qui allait bientôt devenir une rencontre mortelle. Le couple est entré dans le manoir vers 3 heures du matin, disparaissant derrière ses lourdes portes tandis que Adrian Duza, le chauffeur, restait dehors à attendre dans la voiture. Pendant un moment, tout semblait calme. La maison était silencieuse, le quartier alentour endormi, et la nuit ne portait aucun indice de ce qui allait se dérouler. Mais juste avant l'aube, ce silence a été brisé. De l'intérieur du manoir a retenti un seul son aigu, soudain et reconnaissable, résonnant à travers les collines tranquilles comme un coup de feu. Quelques instants plus tard, après plusieurs minutes tendues, la porte d'entrée s'est lentement ouverte, signalant que quelque chose avait terriblement mal tourné à l'intérieur. Phil Spector est apparu, tenant un pistolet à la main. Un moment qui allait instantanément changer le cours de plusieurs vies. Ce qui s'était déroulé entre les murs du Pyrénées Castle allait envoyer des ondes de choc à travers le monde, captivant les médias et horrifiant le public. Lana Clarkson est née le 5 avril 1962 à Long Beach, en Californie. Elle était la fille de Donna et James Monsieur Clarkson et a grandi aux côtés de ses frères et sœurs, Jesse et Fawn Clarkson. Plus tard, l'enfance de Lana s'est déroulée dans le comté de Sonoma. Nichée au cœur du célèbre pays viticole californien, cette région est célébrée pour ses collines ondoyantes, ses paysages ouverts et ses vignobles infinis s'étendant vers l'horizon. Élevée dans un environnement de petites villes soudées qui offrait chaleur et familiarité, Lana portait aussi en elle une détermination sans repos. Même si elle profitait du confort du foyer, elle possédait l'ambition de quelqu'un destiné à dépasser son cadre et à poursuivre quelque chose de bien plus grand. Mais la tragédie a frappé tôt dans la vie de Lana. Alors qu'elle était encore très jeune, Lana a perdu son père, un événement dévastateur qui l'a profondément affectée et a laissé sa famille en deuil. Cette perte a projeté une longue ombre sur le foyer des Clarkson, changeant le cours de leur vie. À la recherche d'un nouveau départ et peut-être d'un sentiment d'espoir, la famille a pris la décision de quitter son environnement familier et de déménager à Los Angeles, une ville connue à la fois pour le renouveau et une ambition impitoyable. Au moment du déménagement, Lana avait déjà terminé le lycée, et sa passion pour les arts était impossible à ignorer. Elle n'était pas satisfaite à l'idée de se contenter d'une carrière ordinaire ou d'un avenir prévisible. Au contraire, elle se sentait attirée par la créativité et l'expression de soi. Animée par le désir de faire quelque chose de significatif de sa vie plutôt que de simplement gagner un salaire, Lana rêvait de vivre sa vie sur scène et à l'écran, pleinement immergée dans le jeu. Avec sa présence frappante, il semblait qu'elle était faite pour les projecteurs. Elle était grande, stupéfiante et naturellement charismatique, se tenant avec une assurance qui tournait les têtes où qu'elle aille. Ceux qui la connaissaient le mieux la décrivaient comme courageuse, chaleureuse et libre d'esprit, quelqu'un dont l'énergie et l'ouverture attiraient les gens et laissaient une impression durable. Au début des années 1980, Lana s'est entièrement consacrée à construire une carrière d'actrice et de mannequin. Déterminée à percer dans l'industrie du divertissement, elle a commencé à apparaître dans des films et des émissions de télévision, prenant souvent de petits rôles ou travaillant comme figurante dans des productions modestes. Bien que ses premières opportunités étaient loin d'être glamour, elles ont marqué le début de son parcours professionnel. Chaque apparition, aussi brève soit-elle, la rapprochait un peu plus de l'avenir qu'elle s'était imaginé. En parallèle, Lana se dévouait à aider les autres. En 1980, elle a été bénévole pour Project Angel Food, une organisation basée à Los Angeles qui livrait des repas aux personnes vivant avec le VIH. À une époque où la maladie était lourdement stigmatisée et largement incomprise, beaucoup avaient peur d'être même associés à ceux qui en étaient atteints. Lana, cependant,
n'a montré aucune hésitation ni peur. La compassion était aussi centrale à son identité que le jeu, et elle croyait à soutenir les gens quand ils en avaient le plus besoin. En 1982, Lana a atteint une étape importante dans sa carrière d'actrice lorsqu'elle a décroché son premier véritable rôle parlant dans le film Fast Times at Ridgemont High. Le film deviendrait plus tard iconique pour sa représentation honnête de l'adolescence et du passage à l'âge adulte. Bien que son rôle était petit jouant l'épouse d'un professeur de sciences, il était significatif pour Lana. Pour la première fois, elle n'était pas seulement vue à l'écran. Elle était entendue, marquant un pas en avant important dans sa quête d'une place durable à Hollywood. En 1983, Lana a continué à enrichir son curriculum vitae avec une apparition dans Scarface, partageant une scène avec Michelle Pfeiffer. Bien que son temps à l'écran ait été bref, faire partie d'une production aussi majeure a été une étape marquante, l'un de ces moments définisseurs que les actrices en herbe chérissent souvent, sachant qu'elles se sont tenues brièvement aux côtés de futures légendes d'Hollywood. La même année, elle est également apparue dans le film fantastique Deathstalker, un film qui développerait plus tard un culte dévoué, cimentant davantage sa présence dans le cinéma de genre. Cependant, le rôle qui allait définir la carrière de Lana Clarkson est arrivé en 1985, lorsqu'elle a été choisie pour incarner la guerrière Athéna dans Barbarian Queen. Athéna était dépeinte comme puissante, intrépide et imposante, un personnage qui incarnait à la fois la force physique et une beauté frappante. Le film a rapidement acquis un statut culte et la performance de Lana l'a rendue reconnaissable et admirée parmi les fans de films fantastiques et de séries B. Dans les années qui ont suivi, Lana a continué à prendre des rôles plus petits dans une variété de projets. Elle est apparue dans le film à sketch comique de 1987 Amazon Women on the Moon, ainsi que dans le film de science-fiction Blind Date réalisé par Nico Mastoraki. La carrière de Lana s'est étendue bien au-delà du grand écran et a inclus des apparitions dans des émissions de télévision, des publicités et des campagnes de mannequinat pour des grandes marques, y compris Mercedes-Benz. Son travail a ouvert des portes vers des opportunités qui lui ont permis de voyager extensivement, à la fois à travers les États-Unis et à l'international. Malgré sa beauté, son talent et son éthique de travail acharné, la carrière de Lana a fini par marquer le pas. Elle n'a jamais tout à fait atteint le niveau de renommée grand public qu'elle avait espéré, et l'élan qu'elle avait travaillé si dur à construire a graduellement ralenti. Pourtant, elle était loin d'être oubliée. Lana a développé une base de fans loyaux et dévoués qui sont restés avec elle au fil des ans. Elle a continué à rester visible en assistant à des conventions de comics et de fans où des admirateurs faisaient la queue pour des autographes et des photographies. Même des décennies après l'avoir vue pour la première fois en guerrière féroce dans Barbarian Queen, beaucoup de fans continuaient à la célébrer, se souvenant d'elle avec une affection et une admiration authentiques. Elle n'était peut-être pas un nom connu de tous, mais pour ses fans, elle était inoubliable. À la fin des années 1990, Lana a commencé à explorer de nouvelles façons de maintenir sa carrière et de renforcer sa relation avec son public, largement inspirée par la loyauté des fans qu'il avait découverte à travers les classiques cultes. Plutôt que d'attendre qu'Hollywood offre de nouvelles opportunités, elle a pris le contrôle de sa propre image et de sa communication. Elle a créé un site web personnel, devenu une ligne directe entre elle et ses supporters. À travers le site, Lana interagissait avec les fans sur un forum et vendait des DVD de ses films, beaucoup d'entre eux signés personnellement. Cette entreprise lui a non seulement fourni une source de revenus supplémentaires, mais lui a aussi donné quelque chose d'également important, un sentiment d'appartenance et de validation. Cependant, en entrant dans la quarantaine, l'industrie du divertissement est devenue de plus en plus impitoyable et les opportunités à Hollywood sont devenues plus difficiles à obtenir, marquant un nouveau chapitre difficile dans sa vie. Avec le temps, moins de rôles d'actrices sont devenus disponibles. Les auditions se terminaient de plus en plus par des rejets, et Lana a atteint un point où elle ne pouvait plus subvenir à ses besoins en tant qu'actrice à temps plein. Confrontée à ces réalités, elle a pris une décision pratique et réfléchie plutôt que de céder au désespoir. Reconnaissant le besoin de stabilité, Lana a choisi de s'adapter et de trouver un travail qui lui permettrait de rester connectée au monde qu'elle aimait. En janvier 2003, elle a pris un emploi à temps partiel en tant qu'hôtesse au House of Blues à Los Angeles, une salle légendaire réputée pour sa musique live, ses invités célèbres et sa vie nocturne vibrante. Bien que le poste manquait du glamour des plateaux de tournage et des tapis rouges, il fournissait un revenu stable et la maintenait proche de la scène du divertissement et du spectacle qui avait défini une grande partie de sa vie. Son rôle impliquait d'accueillir et d'assister les invités VIP, dont beaucoup étaient des figures bien connues, en s'assurant qu'ils se sentent à l'aise et les bienvenus dans les zones exclusives du club.
Lana a abordé le travail avec le même professionnalisme et la même chaleur qu'elle apportait à tout ce qu'elle faisait. Dans la nuit du 3 février 2003, elle est arrivée au travail comme d'habitude, inconsciente que cette soirée apparemment ordinaire, semblable à tant d'autres avant elle, allait bientôt marquer le début d'une fin tragique et irréversible. Cette nuit-là, Phil Spector, le légendaire producteur de disques, est entré dans le House of Blues. Il était déjà considéré comme l'une des figures les plus influentes de l'histoire de la musique populaire. Un homme dont le travail avait façonné des générations d'artistes et défini une époque. Au premier abord, sa rencontre avec Lana Clarkson semblait insignifiante, juste une autre brève interaction entre une célébrité et une hôtesse. Pourtant, cette rencontre apparemment ordinaire allait bientôt dégénérer en l'une des tragédies les plus horrifiques de l'histoire d'Hollywood. Pour vraiment comprendre comment les événements se sont déroulés, il est nécessaire d'examiner la vie et l'histoire de Phil Spector. Il est né le 26 décembre 1939 et a été élevé dans le Bronx, à New York. Sa famille était soudée et venait d'un milieu juif russe de classe moyenne, lui offrant une éducation stable pendant ses premières années. Cependant, l'enfance de Phil a été durablement altérée par une perte dévastatrice. Le 20 avril 1949, alors que Phil n'avait que 9 ans, son père est mort par suicide, succombant à une intoxication au monoxyde de carbone après s'être enfermé dans une voiture en marche. La tragédie a brisé le jeune garçon, laissant des blessures émotionnelles profondes qui le suivraient toute sa vie. Dans un effort pour échapper à la douleur et recommencer, la mère de Phil a déménagé la famille à Los Angeles en 1953, espérant que le déménagement offrirait un nouveau départ et une chance de guérir d'une perte impensable. Pendant ses études universitaires, à l'âge de 19 ans, Phil a rencontré d'autres jeunes qui partageaient sa passion profonde pour la musique. Ensemble, ils ont formé un groupe appelé The Teddy Bears, avec Phil à la guitare et en tant que principal parolier. L'une des chansons qu'il a écrites, To Know Him is to Love Him, a été inspirée par les mots gravés sur la pierre tombale de son père, donnant à la chanson un sens profondément personnel. Sortie en 1958, la chanson a connu un succès inattendu. Cependant, ce niveau de succès s'est avéré impossible à reproduire. Bien que le groupe ait sorti plusieurs autres chansons, aucune n'a égalé la popularité de leur tube. En 1959, The Teddy Bears s'était séparé et Phil s'est retrouvé à avancer seul. Il a fini par retourner dans l'industrie musicale, déplaçant cette fois son focus de l'interprétation vers la création et la production. C'était derrière la vitre du studio qu'il s'est vraiment épanoui, devenant pleinement lui-même. Avant longtemps, il s'est associé à 2 autres musiciens chez Philles Records, un petit label en croissance. Animé par une ambition sans relâche, Spector a avancé sans ralentir. Et avec le temps, il est devenu l'une des figures les plus influentes de la musique américaine. Son talent pour créer des sons distinctifs et produire des disques à succès lui a rapidement valu une réputation comme l'un des jeunes esprits les plus doués du métier. L'année 1963 s'est avérée être un véritable tournant dans sa carrière. Durant cette période, il a présenté au monde un groupe de filles connues sous le nom de The Ronettes, composé des sœurs Ronnie et Estelle Bennett et de leur cousine Nedra. Avant de travailler avec Spector, le groupe se produisait sous le nom de The Darling Sisters. Mais tout a changé une fois que Phil est intervenu dans les coulisses, transformant à la fois leur image et leur son. Elles sont rapidement devenues l'un des groupes les plus iconiques des années 1960. C'est aussi durant cette période que Spector a dévoilé son légendaire mur du son. Cette nouvelle approche a encore élevé sa réputation, le cimentant comme un génie musical et un véritable innovateur en studio. Beaucoup diront plus tard qu'il a changé de façon permanente la façon dont la musique populaire était produite et enregistrée. Au fil des années, Phil Spector a collaboré avec certains des noms les plus légendaires de l'industrie, dont les Ramones, Tina Turner, Cher, John Lennon et George Harrison. Lennon et Harrison, anciens membres des Beatles, se sont même tournés vers Spector pour l'aider à compléter du matériel inachevé des sessions Get Back, qui seraient plus tard publiées sous forme d'album Let It Be. Avoir Phil Spector attaché à un projet était considéré comme une réussite majeure, même si cela avait un prix élevé. Sous le succès, la richesse et les acclamations, Spector possédait un côté sombre, instable et souvent dangereux qui restait largement caché du public. Beaucoup de gens le décrivaient comme intimidant, contrôlant et violent. Plus tard, une ancienne partenaire a affirmé qu'il était cruel et dominateur, et qu'il portait fréquemment un pistolet pour effrayer ceux qui l'entouraient. Ce comportement n'était pas limité à sa vie privée. Des musiciens ayant travaillé avec lui ont rapporté des incidents similaires. Un membre des Ramones s'est rappelé que Spector avait un jour sorti un pistolet et tiré pendant une session d'enregistrement.
Une autre fois, Spector a apparemment tiré un coup de feu dans le plafond en studio, un acte que même John Lennon, l'un des musiciens les plus célèbres au monde, a trouvé terrifiant. Sa vie personnelle était tout aussi troublée. Spector s'est marié 2 fois et a plus tard recueilli 3 enfants comme les siens. Ses enfants ont plus tard déclaré qu'il les avait maintenus largement isolés et leur avait fait subir des expériences dérangeantes, y compris les forcer à jouer des scénarios inappropriés et effrayants. En plus de ses enfants, il en a eu d'autres avec une autre femme, bien qu'il ne l'ait jamais épousée. Au début des années 2000, la réputation de Phil dans l'industrie musicale était devenue un étrange mélange de chaos et de génie. Il était largement considéré comme quelqu'un que les gens craignaient et dont ils se méfiaient. Pourtant, il était toujours salué comme une légende musicale. Le 3 février 2003, il est entré dans le House of Blues à Los Angeles alors que Lana Clarkson y travaillait comme hôtesse. Il est arrivé avec une autre femme et était visiblement ivre. Lorsque Lana s'est d'abord approchée de lui, elle n'a pas tout de suite reconnu qui il était. Selon certains récits, elle l'a même pris pour une femme, ce qui aurait apparemment blessé son ego, lui qui recherchait le pouvoir et l'attention. Pour quelqu'un d'aussi profondément fier que Phil Spector, le quiproquo était humiliant. Même après que Lana ait réalisé son erreur, elle a rapidement essayé d'arranger les choses malgré l'agitation de la soirée. Lana lui a accordé une attention supplémentaire, s'assurant qu'il se sente valorisé et important. Certaines versions de l'histoire suggèrent qu'elle a en réalité reconnu qui il était tout de suite et l'a traité avec des égards particuliers parce qu'elle croyait que quelqu'un d'aussi influent pourrait l'aider à retourner dans le show business. Quelle que soit la version exacte, la soirée a continué et, alors que l'heure de fermeture approchait, Lana s'apprêtait à partir. Phil, cependant, avait d'autres plans. Avant qu'elle puisse rentrer chez elle, il l'a invitée à passer chez lui. Il lui a demandé de prendre un verre avec lui, présentant cela comme une invitation décontractée et inoffensive. Croyant cela sans danger, Lana Clarkson a accepté d'accompagner Phil Spector. Adrian Duza, le chauffeur de Phil Spector, a pris le volant alors que Lana montait dans la voiture. Leur destination était la résidence somptueuse de Spector, un manoir de 33 pièces perché sur une colline, connu sous le nom de Pyrénées Castle. La voiture est arrivée aux portes vers 3 heures du matin le 3 février 2003. Lana et Phil sont entrés à l'intérieur tandis que Adrian, qui parlait très peu anglais, restait dehors à attendre dans la voiture. On lui avait seulement dit de rester prêt au cas où son employeur déciderait de repartir. Pendant un moment, la nuit semblait calme et sans incident. Mais vers 5 heures du matin, la vie d'Adrian a soudainement basculé. Après une longue période de silence, il a entendu un bruit bref et aigu. Il a immédiatement cru que c'était un coup de feu. Il est resté figé sur place et a fixé la maison, essayant de comprendre ce qui se passait à l'intérieur. Peu de temps après, la porte d'entrée s'est ouverte. Phil Spector est apparu, chancelant sur ses pieds et tenant un pistolet à la main. Selon le chauffeur, Spector a dit quelque chose comme « Je crois que j'ai tué quelqu'un ». Adrian Duza a immédiatement saisi son téléphone et a appelé le 911, rapportant ce qu'il avait vu. Quand la police est arrivée au château, Spector était clairement ivre, se comportant de manière erratique et refusant de suivre les ordres de base. Il n'a pas levé les mains quand on le lui a demandé et semblait indifférent à la gravité de la situation. Plusieurs minutes tendues se sont écoulées avant que les officiers ne puissent finalement entrer dans la maison. Ce qu'ils ont découvert à l'intérieur était horrifiant. Lana Clarkson était déjà morte, affalée dans un fauteuil blanc, son corps immobile, le tissu autour d'elle taché de sang. Un pistolet a été trouvé près de sa cheville gauche, et elle avait reçu une balle dans la bouche. La scène était profondément troublante. Phil Spector a rapidement commencé à modifier son récit des événements. Il a nié avoir dit ce qu'il avait dit à Adrian Duza dehors et a plutôt affirmé que Lana avait mis le pistolet dans sa propre bouche. Parfois, il le décrivait comme un accident, disant qu'elle avait embrassé l'arme et qu'elle était partie. À d'autres moments, il laissait entendre qu'elle avait peut-être eu l'intention de mettre fin à ses jours. Aucune de ces explications ne coïncidait avec les preuves. La police l'a arrêté sur place et, lors de la perquisition de la maison, ils ont découvert 8 armes à feu supplémentaires et même du sang dans l'une des salles de bain. Spector a payé sa caution le lendemain, le 4 février 2003. Il a été libéré sous une caution de $1 million, une somme facilement abordable pour quelqu'un de sa richesse. Spector est resté libre pendant plus de 6 ans tandis que l'affaire avançait lentement dans le système judiciaire. En 2006, il a épousé Rachel Spector, une femme qui lui était proche et profondément familière avec sa vie privée.
Certains ont cru que le mariage visait à l'empêcher de témoigner contre lui. Malgré cela, l'affaire a continué. Le premier procès a commencé en mars 2007 et est allé en procès en septembre de la même année. Spector était accusé de meurtre au deuxième degré, mais le procès s'est terminé par un jury mort lorsque le jury n'a pas pu rendre un verdict unanime. En octobre 2008, il a été jugé une deuxième fois. Ce second procès a été télévisé, attirant l'attention nationale et plaçant l'affaire sous les projecteurs du public. Pendant les procédures judiciaires, Spector est apparu instable et imprévisible. Il a changé plusieurs fois d'avocat, s'est souvent disputé avec sa propre équipe de défense et a fait un certain nombre de déclarations troublantes. Il a affirmé que Lana s'était suicidée et a aussi dit qu'il prenait des médicaments pour la schizophrénie, bien qu'il n'ait jamais été formellement diagnostiqué. À différents moments, il s'est décrit comme bipolaire, s'est qualifié de son pire ennemi et a admis lutter contre ses démons intérieurs. Au fur et à mesure que le procès avançait, des détails dérangeants de son passé ont commencé à émerger. L'un de ses enfants l'a décrit comme un psychopathe et a raconté comment, à l'âge de 12 ans, Spector leur avait bandé les yeux, à lui et à son frère-sœur, et les avait placés dans des situations mises en scène terrifiantes. De plus, 5 femmes se sont manifestées avec des allégations profondément dérangeantes, affirmant que Spector les avait forcées à des actes sexuels tout en les menaçant avec un pistolet. À l'époque, 2 des femmes avaient même appelé la police, bien qu'elles aient plus tard retiré leur plainte. De l'alcool était impliqué dans chacun de ces incidents. Adrian Duza, le chauffeur, a fourni certains des témoignages les plus accablants. Il n'a jamais modifié son récit, répétant ce qu'il avait entendu cette nuit-là, que Phil Spector était sorti de la maison tenant un pistolet et avait dit qu'il croyait avoir tué quelqu'un. Après 9 jours de délibération, le jury a rendu son verdict. Les procureurs ont soutenu que Phil Spector était un homme dangereux avec un schéma consistant à mettre la vie des femmes en danger. Le 29 mai 2009, le jury a déclaré Phil Spector coupable de meurtre au deuxième degré. Il a été condamné à 19 ans de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Spector n'a montré aucune émotion visible lorsque le verdict a été lu. Selon un journaliste d'une grande chaîne d'information, il est resté complètement immobile. Son expression était vide et il n'a rien dit. Même incarcéré, Spector a continué à faire la une des journaux. Dans une lettre, il a demandé le divorce de Rachel Spector, l'accusant d'avoir dépensé sa fortune de 35 millions de dollars en voitures de luxe, vêtements de créateurs et voyages coûteux. Bien que le divorce n'ait jamais été finalisé, ces allégations ont largement circulé dans les médias. Spector a également maintenu son image publique excentrique en donnant des interviews à des journaux et magazines et en posant pour des photographies tout en portant des perruques et d'énormes lunettes de soleil, comme s'il s'accrochait aux personnages bizarres qu'il avait cultivés pendant des décennies. Finalement, le temps l'a rattrapé. Phil Spector est mort le 16 janvier 2021. Il avait 81 ans. Les rapports ont indiqué que des complications de la Covid-19, qu'il avait contractées quelques semaines plus tôt, étaient responsables de sa mort. Il avait été transporté d'urgence de sa cellule de prison à un hôpital après avoir eu de graves difficultés respiratoires. Mais les médecins n'ont pas pu le sauver. L'affaire est restée l'une des plus discutées de l'histoire d'Hollywood, alimentée par la célébrité de Spector et la violence choquante qui a pris la vie de Lana Clarkson. Pour beaucoup de ceux qui le connaissaient, le résultat n'était pas surprenant, car ils avaient longtemps cru qu'il était dangereux, même avant la tragédie au Pyrénées Castle. Pourtant, il était profondément attristant qu'un homme autrefois célébré comme un innovateur musical révolutionnaire ait finalement laissé derrière lui un héritage défini non par la brillance, mais par l'obscurité, la destruction et une perte irréversible. Si vous avez trouvé cette affaire fascinante, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Nous publions des vidéos sur des affaires criminelles chaque soir. Jusqu'à la prochaine fois, restez avertis, restez vigilants.